Bien, aujourd'hui, on va introduire une notion clé centrale dans la pensée de Freud qui est la pulsion. Et cela avec Lacan. Pour Freud, la pulsion est un concept charnière entre le biologique et le psychique. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Lacan, bien qu'il va reprendre tous les termes de Freud, va plutôt ne plus s'intéresser au biologique, car le biologique est absorbé et repris par le monde symbolique. Voyons maintenant, avant tout, qu'est-ce que la pulsion pour Freud? Alors, on disait la pulsion, c'est un concept limite entre le biologique et le psychique, et dit Freud, qui se présente sous quatre composantes. Il est formé de quatre composantes, qu'on peut les placer sur quatre coins d'un rectangle ou d'un carré, n'importe. Ici, premier coin, on va mettre la poussée. Alors, la pulsion se manifeste comme une poussée qui est une force constante. Bien souligner cette parole constante. C'est une force qui se génère à l'intérieur du corps et qui est constante. La poussée. Ici, on met la poussée. La poussée qui pousse vers la satisfaction, qui est le but. Donc, la poussée veut obtenir, donc elle s'oriente vers un but, qui est obtenir la satisfaction. Et cela grâce à un objet qui pour Freud est toujours un objet, voilà, l'objet est toujours interchangeable. C'est-à-dire que pour Freud, il n'y a pas un objet préétabli pour une pulsion. Point très important qu'on va voir après avec Lacan. Et cela à partir d'une source qui se situe au niveau du corps. Par exemple, la bouche. Donc la source, la bouche, l'objet, un objet oral. Et la source qui génère la poussée. Et voilà, et on peut voir comment les quatre composantes se tiennent une avec l'autre. La source, poussée, poussée, but, but, objet, objet, source. La source, la poussée, poussée qui veut obtenir satisfaction, un objet, l'objet oral, on le met sur les lèvres et on obtient une satisfaction. Voyons maintenant du côté de Lacan, pourquoi est-ce que Lacan va montrer que le biologique n'est plus de mise. Qu'on s'éloigne terriblement de la fonction biologique, de la satisfaction d'un besoin, quand on passe du côté de la fonction pulsionnelle, de la satisfaction d'une pulsion. Commençons par la poussée. Alors, quand on reprend les termes de Freud, la poussée est une force constante. Alors que, dans le cas d'une satisfaction du besoin, dans le cas de la fonction biologique, on se retrouve toujours avec un rythme, c'est-à-dire un moment où ça monte, et puis ça descend. Ce qui n'est pas le cas dans la pulsion avec cette première composante qui est la poussée. Donc la poussée est une force constante qui tend vers le but, qui est
la satisfaction. Et là, attention, Lacan va reprendre certaines remarques soulignées par Freud pour après l'étendre au niveau de la notion même de but de la pulsion. Freud disait qu'il y a certaines pulsions qui peuvent inhiber le but. Par exemple, la sublimation n'est plus la même satisfaction d'une pulsion comme pourrait être la pulsion orale. On comprend bien pourquoi. Eh bien, là, Lacan reprend cet exemple comme un autre exemple aussi. Dans la névrose, le patient va obtenir une réalisation de la pulsion. La poussée va se retrouver à se réaliser à travers une insatisfaction. Cela pour dire comment cette partie du but de la satisfaction, eh bien, la pulsion, en sens général, donc la poussée qui tend vers un but, la satisfaction, tend vers cette satisfaction, mais cette satisfaction qui ne s'obtient jamais complètement. Et là, on voit la différence aussi, l'éloignement de la satisfaction d'un besoin, où là, quand cette poussée, elle monte, eh bien, elle obtient une satisfaction, elle obtient toujours sa satisfaction, il n'y a pas moyen de faire autrement, et après elle descend. L'exemple, si quelqu'un a faim, inutile de mettre en bouche un autre objet qui peut être, si par exemple un bébé a faim et vous lui mettez le biberon, eh bien, sans rien dedans, il ne va pas l'accepter. En revanche, pour la pulsion, si c'est la pulsion, par exemple, orale, eh bien, le biberon, même s'il n'y a rien à l'intérieur, peut satisfaire. Donc la poussée pousse vers la satisfaction, vers un but, à travers un objet. L'objet, comme disait Freud, eh bien, est interchangeable. La pulsion n'a pas un objet préétabli, alors que dans la fonction biologique, il y a toujours un objet préétabli. Si la fonction biologique est de satisfaire un besoin, par exemple, oral, donc de manger, eh bien, il faut un aliment pour satisfaire cela. Au contraire, comme l'exemple que je faisais avant du biberon, eh bien, ce n'est pas l'estomac qui va être satisfait, c'est un autre type de plaisir, cette partie de la bouche qui va obtenir un certain plaisir en suçant le biberon. Et nous disions, cet objet c'est à partir d'une source. Et là, dit Lacan, la source, si on regarde bien les sources qui ont été indiquées par Freud, orale, anale, eh bien, ont une caractéristique qui est une caractéristique particulière d'avoir cette structure de bord. Et là, après Lacan, va développer toute la question du bord avec la topologie. Et là encore, on voit la différence qu'il peut y avoir entre la fonction biologique et par exemple, on parle de l'estomac, où il n'y a pas de bord, avec par contre les sources de la pulsion, de cette fonction pulsionnelle, qui doivent tout de même avoir une certaine structure, qui est une structure aussi symbolique de bord, intérieur, extérieur. Et voilà comment, en effet, tous les composants que Freud avait indiqués de la pulsion s'éloignent terriblement de la fonction biologique. Et cela pour chaque composante de la pulsion. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir. Aujourd'hui, on va reprendre cette notion clé de la psychanalyse qui est la pulsion, et comme on verra bien, c'est le cas de dire les pulsions dans la pensée de Freud.
Et on va voir comment on va retrouver différentes étapes, parce que Freud va changer considérablement son regard, sa théorie sur les pulsions. On va commencer par le tout début. Freud, qui s'intéresse au fonctionnement de l'appareil psychique, va s'intéresser aussi qu'est-ce qui met en route cet appareil psychique, quel est le carburant. Et là, il se situe dans cette conception du temps, de son temps où on était axé sur une physique énergétique. Eh bien, il va directement se tourner vers ce carburant qui est l'énergie. Il y a une énergie qui met en route, qui circule dans l'appareil psychique et qui met en route tout le fonctionnement de l'appareil psychique. Et au départ, il va aussi se focaliser sur l'aspect qualitatif. Ça, c'est l'aspect quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a une énergie, une quantité qu'on ne sait pas bien définir, mais il y a une quantité, c'est une énergie qu'on pourrait quantifier, mais il y a aussi la qualité de cette énergie. Et là, Freud va se pencher sur les questions qu'il était en train de se rendre compte, qui apparaissait souvent avec les patients, qui est toute la sphère sexuelle. Et du coup, il va proposer comme aspect qualitatif important de cette énergie, l'aspect sexuel. Et là, il fait une distinction entre énergie, donc cette énergie, l'aspect quantitatif, l'énergie sexuelle, qualitative, somatique et énergie sexuelle psychique. Et psychique. Donc énergie sexuelle somatique et énergie sexuelle psychique. Ensuite, il va abandonner cette distinction lorsqu'il introduit le concept dont on est en train de parler, qui est la pulsion, qui est la traduction du mot allemand Trieb, pulsion. Donc, le mot allemand est Trieb et pulsion. Lorsqu'il introduit ce terme, eh bien, il va abandonner cette distinction entre énergie sexuelle somatique et énergie sexuelle psychique. Il y a la pulsion. Mais là, il va trouver une distinction aussi au niveau de la qualité entre deux groupes de pulsions. Il reprend la qualité sexuelle, donc pulsion sexuelle, et l'autre groupe de pulsions, c'est autoconservation. Autoconservation. Et je dis bien groupe. Pourquoi groupe? Parce que si on prend les pulsions sexuelles, ben, là, Freud va creuser tout cet argument dans son ouvrage qui est les 3 sages sur la sexualité, où il montre bien comme plusieurs zones du corps peuvent se prêter à être investies par la pulsion, ce qu'il va appeler zone érogène, zone qui produit un plaisir, parce qu'investie de la pulsion. Mais il y en a plusieurs. On pourrait même dire que, dit Freud, que chaque partie du corps peut être investie par la pulsion. Et attention, quand on parle de pulsion sexuelle, voilà, ce qu'on a en tête, dit Freud, quand on pense à la sexualité, c'est-à-dire que cette pulsion qui est au service de la reproduction, quand il y a un rapport sexuel entre deux êtres humains, eh bien là c'est un cas particulier de ce cas général où il y a plusieurs zones du corps qui peuvent fonctionner comme investies de la pulsion et avoir d'autres buts, qui n'est pas la reproduction. Et de même pour les pulsions d'autoconservation, de ce groupe de pulsions, là aussi il y a plusieurs pulsions. Et avant tout, qu'est-ce qu'il veut dire avec cette pulsion-là? C'est les pulsions du moi, c'est-à-dire ce qui permet au moi de survivre. Par exemple, la recherche du
manger, donc la faim, se défendre, etc. Donc là aussi, il y a plusieurs pulsions. En ce qui concerne les pulsions sexuelles, Freud va appeler cette énergie qualitative avec le mot de libido. Donc la libido, ce terme-là, Freud l'introduit pour... il l'avait déjà introduit avant, hein, mais c'est pour indiquer la qualité de cette énergie pulsionnelle du groupement des pulsions sexuelles, la libido. Et ici, les pulsions d'autoconservation, c'est les pulsions du moi, hein, aussi, du moi. Quand il y aura un conflit avec Jung sur la question de la libido, parce que Jung va appuyer, va défendre l'idée qu'il y a seulement une énergie qualitative. Donc il y a seulement une nature de la pulsion, qui est la libido. Et ça vaut pour tout, que ce soit sexuel ou du moins de autoconservation. Là, Freud n'accepte pas ça. Et il va se pencher donc, sur le narcissisme et il va se rendre compte qu'effectivement, certaines fonctions du moi, donc ce qui revient aux pulsions d'autoconservation, peuvent être investies aussi de la libido. Et donc, pendant une période assez brève, il va faire une distinction entre, de ce côté-ci, entre la pulsion donc, du moi et pulsion d'objet. Distinction qui va très vite abandonner parce que le moi peut être très bien pris comme un objet. Donc, ces distinctions de pulsion du moi et pulsion d'objet ne tiennent pas. Parce que le moi-même est un objet et est pris, est libidinalisé et investi de la libido. Et ce sera ensuite, troisième étape, où Freud va proposer et va défendre l'idée qu'il y ait deux grands groupes de pulsions. Donc il reste dans cette logique dualiste, hein, mais cette fois-ci entre pulsion qu'il va appeler de vie et pulsion de mort. Pulsion de vie et pulsion et va reprendre deux termes grecs, ici Eros, Thanatos, mais il souligne bien l'idée que dans les pulsions de vie, il s'agit bien de libido. Donc ici, c'est la libido, la nature de ce groupement de pulsions, c'est bien la libido, et de ce côté-ci, c'est la destruction. Donc cette pulsion de destruction. Voilà. Alors, dans un ouvrage qui est entre ces deux étapes ici, du pulsion du moi et d'objet et pulsion de vie et de mort, Freud va écrire donc cet ouvrage très important qui est la métapsychologie, où il s'arrête sur qu'est-ce que la pulsion. Et on voit revenir cette importance de distinction entre le somatique et le psychique. Alors, qu'est-ce que la pulsion, dit Freud? Alors, la pulsion n'est ni, comme il disait au départ, une énergie
sexuelle, une énergie somatique, ni une énergie psychique. C'est un concept limite entre les deux. Donc on revient avec le somatique et le psychique. Alors, la pulsion, qui est un concept limite entre les deux, entre le somatique et le psychique, il y a deux vecteurs alors. Il y a un vecteur qui va du somatique au psychique et le psychique au somatique. Le vecteur du psychique au somatique, c'est que la pulsion est un représentant psychique des excitations qui proviennent du corps. Le vecteur du somatique au psychique, c'est que la pulsion, eh bien, c'est, on va dire, la mesure de l'exigence de travail qui est imposée au psychique par le fait que le psychique est lié au corporel. Donc ça veut dire qu'on revoit ici ensemble, dans la pulsion, le côté de représentation et le côté énergétique. Donc la pulsion regroupe en soi les deux aspects, qui sont toujours les deux aspects qui reviennent depuis toujours. C'est-à-dire l'aspect énergétique dont Freud fait référence à la physique de son temps, la physique énergétique, et à l'aspect de représentation, c'est-à-dire l'aspect qualitatif. Et donc il y a toujours cette distinction entre deux natures différentes d'une énergie qui met en route l'appareil psychique. Et c'est pour ça qu'on peut bien dire que Freud a toujours été dualiste, parce qu'il trouve qu'il y a deux natures, donc deux qualités différentes de l'énergie qui met en route l'appareil psychique. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir. Aujourd'hui, on va reprendre un des concepts fondamentaux de la psychanalyse selon Lacan, qui est la pulsion. On avait déjà consacré 2 vidéos à ce concept. Un, pour expliquer d'une manière certainement introductive ce concept dans la pensée de Freud, et ensuite entre Freud et Lacan. Aujourd'hui, on va par contre s'intéresser exclusivement à Lacan et voir à quoi correspond la pulsion dans la pensée de Lacan. Souvenons-nous que Lacan reprend les 4 aspects qui composent pour Freud la pulsion, que Lacan appelle un montage de la pulsion. On les avait inscrits dans 4 points d'un carré, d'un rectangle. Le premier ici, point la poussée. Deuxième, c'est le but, l'objet ici, et la source. On va commencer par l'objet. On a déjà consacré plusieurs vidéos sur l'objet dans la pensée psychanalytique. L'objet initial, grâce auquel le bébé va vivre un plaisir très important, très fort, eh bien, il va le rechercher ensuite avec d'autres objets. Mais de fait, il ne va jamais revivre le même plaisir. Et donc, l'objet, il y a 2 aspects. Que l'objet initial, il est perdu à jamais. Et le plaisir recherché, il va toujours être recherché, mais jamais atteint comme celui qu'il avait vécu au départ, le bébé. Et donc, on peut le représenter cela avec ce dessin-ci. Donc, ça c'est un trou, et dans ce trou, c'est l'objet qui est recherché pour combler le trou. Mais il n'y a pas un objet déterminé dès le départ pour combler ce trou. Et donc, comme on disait dans la vidéo précédente, il n'y a pas un objet prédéterminé pour combler le trou. Et de plus, le plaisir attendu ne sera jamais atteint. Et ça, ce qu'on disait dans le cas du but, que Lacan va extrémiser ce que Freud dit autour du but, que le but,
quelquefois on n'obtient pas, la pulsion ne va pas obtenir le but, Lacan dit le but on n'obtient jamais. Parce que l'objet qui remplace l'objet initial est à jamais perdu l'objet initial. Et le plaisir attendu n'est pas celui-là qu'on avait vécu au départ. Et si on met donc objet. Deuxième aspect autour de l'objet, on avait aussi consacré par exemple une vidéo sur l'objet dans le Thor. On a bien vu comment au départ déjà l'enfant va rechercher dans la demande de l'eau de la mère, au début c'est la mère, quel est l'objet du désir, parce qu'il veut plaire à la mère. Il y a ce souci de plaire à la mère qui fait qu'il va chercher dans la demande de l'autre l'objet du désir. Et donc, l'objet qui va être recherché ici se constitue à partir de la relation, initialement c'est la relation à la mère, et ensuite sera la relation au grand autre, étant donné qu'au départ, la mère représente le grand autre. Ensuite, on a la source, selon nous, ce qu'on disait dans la vidéo précédente, que justement Lacan remarque que dans les textes de Freud, quand Freud parle de la source, il y a toujours une peculiarité, c'est que les sources pulsionnelles ont un bord. On va dessiner le bord ici. Et voilà que maintenant on a tous les 4 aspects du montage pulsionnel dans cette représentation ici, dans ce dessin, et on va voir à quoi correspond la pulsion. La pulsion, eh bien, est dans ce montage, et le mouvement, ici, cette trajectoire autour de l'objet. Pourquoi autour de l'objet? L'objet du désir, parce que il va jamais atteindre le but attendu, et donc c'est contourner, si on veut, l'objet, parce que cet objet ne pourra pas donner la satisfaction attendue, à partir d'une source qui a la structure de bord, et la poussée constante. Pourquoi? Parce que, n'ayant pas atteint le but, le plaisir attendu, eh bien, il va être prêt à nouveau pour refaire ce tour-là. Et pour terminer, un petit détail sur l'objet, ici l'objet du désir, il est aussi cause du désir, parce que, n'ayant pas un objet prédéterminé, cet objet qui se constitue dans la relation avec le grand autre, eh bien, cause le désir. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir. Bien, aujourd'hui, on va reprendre le thème de la pulsion et on va s'arrêter surtout sur les objets de la pulsion. Certainement, c'est une introduction. On va voir du côté de Freud et Lacan et voir qu'il y a tout de même des différences entre les deux. Commençons par Freud. Les 2 objets pulsionnels qu'on connaît très bien, l'objet oral et l'objet anal. On va en faire un petit dessin. Ici, le sein et ici, l'excrément. Ce qu'on voit directement, qui est une caractéristique de ces 2 objets pulsionnels, au fond de l'objet pulsionnel par excellence, qui est une caractéristique imaginaire. C'est-à-dire que ce sont des objets qu'on peut très bien s'imaginer et ils ont cette caractéristique qu'on peut attraper. Donc ils se distinguent bien du fond d'un corps. L'autre caractéristique, c'est que ces 2 objets vont stimuler des orifices. Ici, le sein va stimuler la bouche et l'excrément va stimuler l'anus. Et 2 caractéristiques de ces orifices que Freud appelle zones érogènes, c'est qu'il y a une différence entre le bord et le trou. Le trou, on n'arrive pas à l'imaginer, alors qu'on s'imagine très bien le bord, l'orifice, et
ce bord, c'est à partir de là que va se produire une excitation, ce qu'on appelle la jouissance. La jouissance, c'est ce qui fait vibrer, les vibrations de ce orifice correspondent à la circulation de la jouissance. Grâce à ces deux objets pulsionnels. Et une autre caractéristique qu'on retrouve aussi dans les textes de Freud, c'est que ces deux objets pulsionnels, eh bien, peuvent représenter le phallus. Et donc, par exemple, dans le cas de l'objet anal, l'enfant peut vivre la séparation de l'excrément comme une castration. Et donc, l'excrément vient symboliser le phallus. Le moment de se séparer de l'excrément peut être vécu par l'enfant comme une castration. Et voilà la valeur symbolique aussi de ces objets pulsionnel, ce qu'on peut appeler comme phallicisation de l'objet naturel. Ensuite, pour Freud, on arrive à l'état optimal qui est la pulsion génitale, où l'objet pulsionnel est le pénis, et ici le vagin, et certainement l'un est fait pour l'autre pour Freud. Voyons maintenant du côté de Lacan. Alors Lacan va reprendre certainement les deux objets pulsionnels, on a déjà eu l'occasion de voir, mais attention, sur un point il ne va pas être d'accord avec Freud, c'est qu'on n'aboutit pas à une pleine phase génitale. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir un gap entre les deux. Attention, certainement, le pénis reste un objet de jouissance. Grâce à ça, comme le vagin, grâce à ça, on peut obtenir une jouissance physique qu'on connaît très bien. Mais ce que Lacan va retenir dans toute l'économie psychique de l'enfant qui va grandir, c'est la valeur symbolique, ici, du pénis qui devient le phallus parce qu'il va symboliser le manque. Et après, on sait très bien, dans toute la pensée de Lacan, comment cela va être important à la fois pour comprendre l'évolution, le développement de l'enfant et de l'adulte, en ce qui concerne aussi l'acte sexuel, car chacun va s'attendre de ce phallus quelque chose. La fille et la femme va s'attendre de l'avoir et l'homme va s'attendre de l'être. Ben bon, ça c'est un autre chapitre. Voyons maintenant donc les objets pulsionnels chez Lacan. Alors, représenté ici avec ce graphe, premier étage, on a l'objet oral. Deuxième étage, l'objet anal. Et ici, Lacan va mettre le phallus, symbolisé par le moins, c'est-à-dire qu'il va symboliser le manque, et ne correspond plus pour Lacan à ces objets pulsionnels. L'objet A, oral, anal. Et ici, Lacan va mettre deux autres objets qui sont le regard, l'objet scopique, et la voix. Attention, pour ces deux objets, ce qu'on avait dit, les caractéristiques de l'objet pulsionnel en tant que tel qu'on retrouve dans les textes de Freud, eh bien, ne se prêtent plus dans ces deux cas. Ce qu'on peut retrouver dans ces deux cas, c'est la valeur, c'est l'aspect de bord, si on veut, et l'aspect de jouissance autour des bords, et l'autre qui est l'aspect symbolique de séparation, castration, etc. L'aspect de bord et de jouissance, eh bien, on pourrait dire du côté du regard, c'est les paupières qui s'ouvrent, qui se ferment autour de ce bord ici, qu'on voit bien, et la jouissance se produit autour de ce mouvement, et du côté de la voix, c'est l'ouverture, fermeture, au niveau des vibrations des cordes vocales. Bien, maintenant on va expliquer un peu, de manière plus simple possible, ces objets oral, anal, regard et voix. On avait déjà vu que
pour Lacan, comment se constitue l'objet oral et anal. L'objet oral se constitue dans le fait que l'enfant va demander le sein, donc il doit passer par le langage, donc passer par la demande à l'autre, la demande à la mère d'avoir le sein. Et lorsqu'il va demander, le désir va se créer, il va rencontrer le désir, l'objet du désir de la mère. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose de l'amant, il faut bien que je sois désiré par la mère, et donc quel est l'objet que la mère voudrait désirer, quel est l'objet auquel je peux m'identifier pour plaire à la mère. Et là, ce qui correspond à cette demande de l'enfant, qui est donc demande ici, va correspondre au niveau de la voix, qui est le désir. Donc la demande va correspondre à quel désir? C'est le désir que la mère, qu'est-ce que la mère va dire, hein, va pouvoir dire, et grâce à ce qu'elle va dire, donc la voix, l'enfant pourra capter ce qui lui manque. Et voilà donc que cet objet pulsionnel serait le désir de l'autre. L'enfant, en posant la demande, va essayer de saisir par la voix de la mère, parce que à partir de ce que la mère va dire, le désir de la mère. Du côté maintenant de l'objet anal. On avait bien vu que l'objet anal, c'est la demande de l'autre. C'est la maman qui demande à l'enfant de retenir ou de se séparer de ses excréments dans la place idéale qui est la toilette. Donc c'est la demande de l'autre, ici la demande de l'autre. Quand l'enfant va lâcher par exemple l'excrément, eh bien il va le donner à voir, hein, scopie, c'est l'aspect scopique, le donner à voir à la mère. Et donc c'est ce que la mère désire. Donc ici la demande, c'est la demande de l'autre. En lâchant l'excrément, c'est le désir à l'autre. Voilà ce que tu voulais, regarde-le bien. Et bien voilà comme introduction aux objets pulsionnels pour Freud et Lacan. Bien, à la prochaine vidéo, au revoir.